Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches-Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire.
aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais, j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches-Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission.
si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Ouais, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Messieurs, dames, bien le bonjour les copains, ça y est, 16h50. Du retard les amis, j'espère que vous allez bien pour ce joli mercredi 14 mai 2025. Qui dit mercredi dit farce tranquille, mais en attendant, c'est le Juste Bistrot. On est là, on est frais, avec un peu de lumière, parce que c'est vraiment de la merde cette lumière. Il faut quand même être conscient que c'est pas brillant. Il n'y a pas de lumière derrière. Il n'y a pas de lumière derrière. Ouais, mais je sais, c'est pour la batterie pour Idriss Aberkan. Ah oui, parce que vous le savez, c'est l'enchaînement terrible ce soir. C'est le Juste Bistrot. 18h la farce tranquille et 19h chez l'ami Idriss Aberkan. Donc on est sur un petit marathon, j'avoue les amis, un petit enchaînement, mais c'est que du bonheur. Voilà, pour pousser la parole du juste milieu en d'autres territoires. Donc vous aurez noté que j'ai pas mis les néons au fond là aujourd'hui. Là, enfin pour l'instant, je les mettrai tout à l'heure. Et je réserve pour Idriss Aberkan. C'est des trucs, ça a une batterie, ça tient 12 minutes. Alors bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc voilà les amis. Ce qu'on pouvait se dire, j'étais en train de me tailler le gingembre, c'est pour ça que je suis en retard, je me mets à bouffer du gingembre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'aime bien le goût, et puis voilà, je sais pas, pareil que c'est bien. Donc, je me bouffe le gingembre à longueur de journée, on n'est pas trop mal, j'ai l'impression d'être au gouvernement. Alors, merci à 20K91 pour le sub 26e, ouais, ça fait plaisir, ça régale. Merci également, tant j'ai vu qu'on n'oublie pas, non c'est bon, on est bon, j'oublie personne. Merci les copains, j'espère que vous allez bien. Voilà, dites-moi un petit peu qui est en forme aujourd'hui. Est-ce que vous êtes en forme? Et dites-moi ceux qui ont prévu de regarder Top Chef ce soir. Eh oui, parce que vous le savez, je suis un aficionado de Top Chef. Et voilà, je sais savoir un petit peu qui dans la famille du Juste Bistrot aime bien. On a, attends, j'ai vu Kunjun73, j'espère que tu vas bien, qui dit et c'est le gingembre confit. Alors, j'aime beaucoup le gingembre confit, mais comme son nom l'indique, c'est confit. Donc, tu as quand même beaucoup de sucre, tu vois. Et là, j'essaie de me brouter du gingembre cru. C'est-à-dire que je suis à ça de Man vs Wild. Hein. Douche froide, gingembre cru. Au bout d'un moment, je me masturbe dans un épicéa et on est bon. C'est vraiment le contact avec la nature jusqu'au bout. Donc, mais j'aime bien, écoute, je suis en forme. Donc c'est peut-être grâce à ça, j'en sais rien en vérité. Donc voilà. Merci à Manielou pour le sub, 6e mois, merci beaucoup. On a J'en peux plus qui dit bonjour tout le monde, bonjour Rémi. On a également, salut camarade, Stealth5 qui dit on se voit samedi à Bordeaux, avec grand plaisir. Bordeaux la belle, Bordeaux la grande, je vous l'ai dit. 10 places, voilà, il reste 10 places. Donc après c'est fini, on va se régaler. Voilà, en Gironde les copains. Il y a Lux Talua 88 qui nous dit hello, j'ai pensé à toi et à la commu, j'ai reçu un mail de l'école de mon fils afin d'assister à un webinaire sur la sexualité à l'école et on doit poser les questions en avance, ça me gonfle d'avance ce truc. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Jojo l'astico-sauteur qui dit on peut pas regarder Top Chef, il y a l'air d'avoir un bon invité chez Idriss. Ah non mais c'est 19h, 21h. J'ai dit à l'ami Idriss, il y a Top Chef. Donc attention, vos histoires d'euthanasie, c'est sympa comme tout, mais est-ce que Juan, il va réussir son gratin au chou-fleur? C'est ça qui me passionne. C'est ça les vrais sujets. Non, je rigole. Je déconne. Non, mais c'est vrai, non, mais de toute façon, c'est le format, en général, c'est 2 heures. Manielou qui dit, moi, j'adore Top Chef, mais boulot, faut faire des pizzas. C'est vrai que t'es dans la pizza, mon Manielou. C'est vrai. Dans quel secteur? Je t'avais posé la question la dernière fois, est-ce que tu peux me rappeler?
Voilà. Engegarde qui dit thé, gingembre, citron, mais avec du réel gingembre, pas des arômes. Complètement d'accord avec toi. Complètement d'accord avec toi. Tu vois, j'ai toujours mon gingembre à la main. Ever my ginger in the head. Voilà, toujours. Ouais, thé, gingembre, citron, j'aime bien. Mais je t'avoue que ma mieux à la maison, elle est portée tous ces trucs-là, la santé naturelle, elle aime bien, on bouffe des plantes. Alors, on a fait une randonnée dimanche, je vous raconte. Après, on parle d'actualité, on va parler euthanasie, donc un peu de sujet léger, ça fait plaisir. On a fait une randonnée tout à fait sympatoche du côté de Lausanne, donc à la Tour de Gorze, pour ceux qui connaissent le secteur. Merci à Baldacat pour le sub 9e mois. Et à un moment donné, ma mieux, elle me dit tiens, regarde, ça c'est un tilleul. Je dis bon, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise bravo, ma grande, c'est un tilleul. Bon, bah voilà, ça c'est un autre arbre, puis c'est tout. Et là, on a 10 kilomètres devant nous. Si tu me fais toute la botanique du secteur, on n'est pas arrivé en fait. Moi, j'avais mon sandwich dans le sac à dos, donc j'avais d'autres priorités. Et elle me dit vas-y, mange la feuille. Je dis vraiment, en fait, je suis ton pigeon, quoi. C'est-à-dire, ça y est, t'as conquis mon cœur, tu me fais faire n'importe quoi. Bon, alors j'ai mangé la feuille et c'est bon. Et c'est bon. Et elle m'a expliqué, parce que elle bosse là-dedans, si tu veux. Elle m'a expliqué, ouais, en fait, le tilleul, là, à la saison en ce moment, hein, en mois de mai, faut bien identifier la feuille du tilleul, faut être sûr. Attention, hein, surtout si vous savez pas, commencez pas à brouter les arbres. Et la feuille du tilleul peut se bouffer en salade. Tu peux manger ça tout à fait comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on en fait des infusions. Ça va, tu vois, ça peut se consommer. Et j'ai bouffé du tilleul. Je suis vraiment issu du monde bovin, véritablement. Et c'était pas mauvais. C'était pas mauvais. Bon, ça reste du feuillage. Il n'y a pas de quoi non plus se taper le cul par terre, mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais c'est intéressant, j'aime bien tout ça, tous les trucs, tu vois. Après, voilà, on vit avec son temps, mais tu vois, je trouve ça très chouette. Les trucs de la, bah voilà, ce qu'il y a dans les fruits, dans les légumes, dans les conneries. Les fleurs aussi. T'as une fleur qui a un goût d'huître, pareil, elle m'a fait découvrir ça. C'est assez extraordinaire. C'est cette fleur-là, voilà, c'est ça. Elle m'a expliqué ça la dernière fois. Alors pareil, hein, vraiment faites attention, si vous savez pas, commencez pas à brouter n'importe quoi, soyez pas con non plus, hein. Mais voilà la bourrache, voilà, la bourrache. Cette fleur-là, elle a un goût d'huître, véritablement. Et tu as des restos qui utilisent un petit peu pour certains plats. La bourrache, ça a un goût d'huître. Et c'est connu pour ça. Et ça se consomme. Et c'est assez extraordinaire. Tu vois, j'apprends plein de trucs. Ah, c'est super, à la maison, on se régale. Donc, non, franchement, juste ruminant. Voilà, c'est Signovator 62. J'aime bien qu'il dit ça. Steph C, comment tu vas, camarade? Qui dit Rémi, y a-t-il une soirée prévue à Bordeaux? Si oui, tu as le nom du lieu. Pas encore, mais évidemment qu'on va partager un gobelet. Il n'y a pas de bar dans le théâtre, donc on va trouver un truc juste à côté. Mais je donnerai l'info comme d'hab à la fin du spectacle aux spectateurs, évidemment, comme d'habitude. Mais évidemment qu'il y aura un gobelet. Je veux dire, même s'il faut aller se foutre au McDo, on ira au McDo. Dans tous les cas, on partagera un moment. Ça, c'est assez vendu avec, hein. C'est un pack, hein. Une soirée juste mieux, c'est une aventure. C'est pas tiens, on va avoir un spectacle de l'autre. Non, non, tu sais pas si tu vas rentrer chez toi. Tu salues tes enfants avant de partir. Parce qu'il y a spectacle, du rire. Mais 1h40 de rire, vous avez jamais ri comme ça. Donc honnêtement, moi je l'ai vu plusieurs fois ce spectacle, il est tordant. Il est tordant. Et après, bah, c'est parti pour l'apéro. Et là, tu discutes, t'es entre zinzin, on se fend la gueule. Alors, nous, on se rencontre, mais après, tu rencontres des gens qui sont comme toi. Tu te retournes, tu vois que des tarés comme ça. Oui, Macron, il est drogué, comment ça? Et là, les gens sympathisent, hein. Non, non, c'est effrayant, c'est assez effrayant. Tu as Blueby 3 qui le dit, j'ai des cobayes, j'ai des gens qui en sont revenus, hein. Il dit, j'atteste qu'on peut même rester papoter tard. Tu vois, il y a des gens qui peuvent témoigner. Je mens pas, hein, je mens pas. Et mon Manielou qui dit, Albi, tu seras le bienvenu au restaurant si tu viens dans le coin. Mais avec grand plaisir. Tout ce secteur-là, on va organiser des dates sur 2026. Dans le secteur là, Toulouse-Montpellier, t'inquiète pas, hein. T'inquiète pas, on va être pas mal. Donc voilà, il y a Steph C qui dit j'ai prévu de dormir à Bordeaux en ayant lâché les enfants à leur père. Ben voilà, impeccable. T'as raison, c'est le plus efficace. Non, non, c'est chouette, c'est chouette. Donc c'est magnifique. Voilà, on va se régaler, ça va être super. Voodoo JP01 qui dit super Rémi, quand tu viendras par chez moi, après on pourra faire la fête. Je connais un très bon club échangiste, super. J'adore ma communauté. T'es dans quel secteur Voodoo JP01? Dis-moi. Il est trop long ce pseudo. Tu vas mettre fromage 04 comme tout le monde, ça ira très bien. Non, non, c'est trop long, Voodoo JP01, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des manières ou pas? Donc voilà un petit peu les copains sur cette petite parenthèse botanique. Voilà, Voodoo JP01 qui est de Nantes. Et ben Nantes, on y vient dans la tournée. Mais oui, il faut suivre. Vous ne suivez pas. Regarde, Nantes. Nantes, c'est quand? C'est le 19 juin.
19 juin, je viens à Nantes, regarde. Tu peux aller sur le site, c'est chouette, hein, c'est comme les grands, regarde. Tu as le placement de la salle. Hein. Regarde les places qui restent, c'est pas non plus... magne-toi quand même. Hein, parce que là, à ce rythme-là, on va être complet encore dans cette histoire. Je comprends pas ce que les gens font. Ça n'a aucun sens. Absolument aucun sens. Donc voilà les copains, ce qu'on pouvait dire là-dessus sur cette petite mise en bouche, si j'ose dire. Voilà, petite introduction en vérité, en toute tranquillité, et synchronique qui dit j'ai mon billet pour Metz. Et ben voilà, ça va être un plaisir de se rencontrer. C'est un plaisir de tous vous rencontrer, les copains. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? What happens in the middle of the just? The Just Middle, même très exactement. Et 20K91 qui dit, et alors, petit point spectacle, je vois que vous avez des questions. Merci à Skoll69 pour le sub, 11e mois. Mais en fait, vous regardez, mais vous m'énervez. Hein. Là, vous êtes en train de... Je vais me fâcher tout rouge. Hein. Parce que 20K91, elle dit quoi? Elle dit, oui, région parisienne, tu viens quand? Parce que Dijon, ça faisait long. Région parisienne, non seulement on va y venir, mais on va surtout venir à Paris. Le 20 novembre, à l'Apollo Théâtre. Donc c'est la classe en plus. Donc on vient à Paris même. Dwayne Humex, il me dit quoi? Des dates autour de Marseille. Tu rigoles, camarade. Plan de campagne, le 7 novembre. Ah oui, mais on vous donne la liste, vous ne regardez pas aussi. Mais voilà, attention, parce que voilà, parce que là, c'est le côté professeur. Vous ne faites pas les devoirs. Donc à un moment donné, contrôle surprise. Feuille à carreau, et on est parti. Donc non, attention. On va drouille. Hein. On quadrille le secteur et il y a plein de dates qui arrivent. Hein. Il y a plein d'autres dates, donc ça va être que du plaisir. Voilà, ça va être génial. Globalement, c'est génial. Donc voilà un petit peu les amis. Je vous donne le lien de la tournée. Hein. Enregistrez-le parce qu'il y a plein de dates qui vont arriver pour 2026. Premier arrivé, premier servi. On connaissait la loi. Ah maintenant, moi j'ai pris le boulard. Moi, je me prends pour Johnny. Hein, de toute façon. Alors Johnny Pistachio, c'est un pizzaiolo à côté de chez moi, pas Johnny Hallyday évidemment. Je reste modeste, mais le pizzaiolo, il est pas mal. Hein. Il est pas mal. Donc voilà les copains, ce qu'on pouvait se dire sur cette petite introduction. Alors, aujourd'hui, de quoi qu'on parle? De quoi qu'on parle, les amis? On va parler euthanasie, je vous l'ai dit, tous les 2 jours. On fait un petit point sur ce qui se dit dans l'actu. Et ce qui est fou, mais vraiment, je suis assez atterré, c'est qu'il y a des révélations tous les jours. Et j'ai découvert un truc sur Aymeric Caron. Alors, je savais que c'était une pompe à vélo, mais soit c'est un glandu terrible, soit le mec est d'un cynisme absolu. Je vais vous parler de ce qu'a révélé le Canard enchaîné aujourd'hui. C'est purement sidérant. On a quelques autres réactions médiatiques. On va parler un petit peu de tout ça. Et à la fin, on fera un petit réact de quelqu'un que j'aime beaucoup, vous le savez. C'est Jean-Claude Michéa. Je vais vous montrer une petite vidéo de lui. Je l'apprécie énormément et ça fait du bien, voilà, l'intelligence. C'est très important. Donc voilà un petit peu les copains, los copinos, ce qu'on pouvait se dire. Alors on va attaquer justement directement l'euthanasie pour se mettre en bouche parce que c'est le thème. Hein. Vous avez vu, la vidéo, elle est belle comme tout, la miniature. J'ai l'impression d'être un personnage dans Star Wars. Tu sais, avec le côté bleu de la force. Oh, je bosse là, il me coupe. Avec sa miniature. Ses couilles. Belle ambiance dans le groupe. Arrête, s'il te plaît, arrête. Tu veux y aller, on y va, Fabien. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Oh! Il nous casse la couille, oh! Yes. Avant, c'est le médecin. Excusez-moi, alors. Tu sais ce qui me manque, quoi? C'est l'odeur des merguez. Je savais que c'est l'odeur des merguez. Ça fait 400 fois que tu l'as fait. Je suis à bout. J'en peux plus. Ouais, je bosse un peu. Sortez feuilleté, gars. Allez, bam, ça t'avait manqué. Et voilà, belle ambiance dans l'équipe, tout va bien dans le groupe. Et on a l'ami Lotizzi qui arrive sur ses entrefaits. On vient de se faire raider la gueule par Lotizzi et tous ses camarades. Bienvenue les amis, j'espère que tu vas bien mon Lotizzi. Que t'es plein badin. Et donc, je vous l'ai dit, hein, le rendez-vous, 19h chez Idriss Aberkan. On va parler évidemment de l'euthanasie. C'est la grande cause dans laquelle on s'engage en ce moment. Et on va boucler avec plein d'autres choses, évidemment. Voilà, c'est toujours un plaisir. Ça va être sympatoche. Ça va être sympatoche à bâton rompu. With some bâton rompu. Parce que je suis globalement mauvais en anglais. Alors, dans les séquences, les amis, donc le suivi de ce projet de loi euthanasie sans limite, vous le savez, ça continue à l'Assemblée nationale. Au moment où on se parle, d'ailleurs, les débats continuent. Des débats voilà, qui ont pour objectif, pour l'instant, de questionner les amendements, tout ça.
sur un projet de loi où on est en détente absolue, hein, ça dérange pas grand monde. Dans les médias mainstream, il y a vraiment des réactions opposées à ce projet de loi qui se comptent sur le bout des doigts. Il y en a quand même une excellente tribune dans Le Monde, hein, du 13 mai, à noter, page 29 si jamais, je vous montrerai tout à l'heure, très belle tribune. Il y a quelques positions contre, mais voilà, tout se met en place pour étouffer les voix dissonantes et surtout pour caricaturer les discours. On en a parlé déjà il y a 2 jours, mais on se rappelle Olivier Falorni, donc rapporteur général du projet de loi, qui fait la pirouette que l'on pouvait attendre. Alors, les amis, sur ce sujet-là, je pars du principe que voilà, vous êtes des fidèles du Juste Bistrot, des fidèles de ce sujet-là. Vous avez regardé le travail qu'on a fait sur la chaîne YouTube avec 2 vidéos notamment. Je pense que voilà, je pars du principe que vous êtes au courant et que voilà, on continue les dossiers petit à petit. Donc voilà, je vais enchaîner sans tout répéter à chaque fois. Alors, il y a Stelf5, pour être très clair, je vais répondre, hein, qui dit il y aurait moyen d'aller sur Géopolitique Profonde ou Toxin pour en discuter. Sur Toxin, on avait échangé, ça devait se faire. Bon, pour l'instant, j'ai pas de nouvelles. Géopolitique profonde, je ne pense pas que j'irai, pour être tout à fait clair et transparent. La dernière fois, j'ai entendu un présentateur d'une de leurs émissions expliquer, en parlant d'Alexis Poulain et d'autres médias alternatifs, il a utilisé le terme malheureux de concurrence. Donc, je vois pas ce que je foutrais là-bas. Donc, voilà, ça fait partie, si vous voulez, des rares médias alternatifs où je me dis que ma place est peut-être pas là-bas. S'il y a une question de concurrence déjà entre nous, ça m'emmerde. Donc, ça m'emmerderait d'aller là-bas. On va être très clair comme ça, c'est en toute transparence. Je suis évidemment ouvert à toute discussion, prêt à aller de partout, dans des bonnes conditions, dans des conditions de respect et de transparence qui ne semblent pas franchement réunies là. Donc, qu'on soit voilà, tout à fait clair. Maintenant, tous ceux qui considèrent que ce sont des vrais sujets, je suis évidemment ouvert. Et certains ont considéré que ça n'était pas les vrais sujets, hein. Bon, bah voilà, hein, c'est le choix, chacun pense comme il veut. Moi, je vais où on me demande. Maintenant, je ne vais pas forcer la porte, je l'ai dit. Je ne suis pas porte-parole de cette cause. Je suis pas. C'est d'abord des gens de terrain qu'il faut interroger, des gens qui sont très clairs sur tout ça. Qui sont très engagés. Nous, on le fait, on essaie de porter la chose, mais voilà, je vais où on me demande sans chercher à m'imposer. Donc, on s'en met d'accord, je ne suis pas le dépositaire de cette cause. Alors, attends, parce qu'apparemment, on a des bugs. Apparemment, c'est cassé. Qu'est-ce que j'ai fait? Waouh! Ah oui, c'est complètement pété. Non, ça va mieux là? Apparemment, c'est revenu. Faites F5, faites F5. Faites F5, ouais, c'est bon, c'est revenu, c'est bon, excusez-moi, il y a eu un petit bug, je sais pas, ça s'est affiché aussi de mon côté, je sais pas, c'est pas grave, on est toujours là, on est toujours debout. Faites F5 pour rafraîchir la page si jamais. Victor Macno qui dit t'arrêtes pas sur des mots, c'est le reste qui compte. Oui, mais le reste, c'est pas beaucoup mieux. Concernant Géopolitique Profonde, donc je préfère être tout à fait transparent, qu'il n'y ait pas de. Hein, vous connaissez ma position dorénavant. Médias alternatifs ou mainstream, j'en ai absolument rien à foutre. Je mets en avant les mérites de ceux que j'aime bien. Quand il y a des trucs qui m'emmerdent, je préfère être très clair. C'est pas parce qu'on est dans les médias alternatifs qu'on est forcément obligé d'être copains, qu'on est forcément obligé d'être raccord sur tout. Au contraire, je trouve ça plutôt sain qu'il y ait des formes de dissension, qu'il y ait des formes de débat, qu'il y ait des différences tout bonnement, et que voilà, je trouve ça plutôt sain. Là, en l'occurrence, le terme malheureux de concurrence, je le trouve assez malvenu. Maintenant, peut-être que c'était une erreur, c'était une connerie, c'est pas très grave. Quoi qu'il en soit, de toute façon, j'ai pas reçu d'invitation ou quoi, donc ils ont sûrement plein de gens pour en parler, et c'est très bien. Comme je l'ai dit, c'est pas moi le dépositaire du truc. Victor Macno qui dit du coup c'est plus juste milieu. Alors c'est tout à fait ton choix, camarade, hein, c'est tout à fait ton choix d'y penser, de penser ça évidemment. Maintenant, juste milieu veut pas dire non plus sans âme, sans émotion, sans libre arbitre. Hein, je ne suis pas obligé, parce qu'il y a l'étiquette juste milieu, je ne suis pas obligé non plus de ne pas avoir de conviction, de ne pas avoir d'émotion, de ne pas avoir d'humanité. Hein, c'est aussi ça, juste milieu. Quand il y a des trucs qui m'emmerdent, il y a des trucs qui m'emmerdent. Point. Là, en l'occurrence, le terme de concurrence me semble malvenu. Je suis tout à fait, et je le redis, c'est sûrement malvenu, je suis tout à fait partant pour en discuter. Qu'on soit bien d'accord. C'est un truc comme ça. Maintenant, on s'échange 3 messages, c'est réglé, j'y vais bien volontiers. Voilà. Juste qu'on soit bien d'accord sur le fait que maintenant, je n'en ai absolument plus rien à foutre, et j'ai surtout pas envie d'entretenir une forme d'entre-soi où, entre médias alternatifs, on se dit pas les choses. Voilà. Moi, je veux être tout à fait clair, tout à fait transparent avec les gens. Pareil, un philanthrope qui me dit Toxin, ils ont les Tintins maintenant, le format te conviendrait bien. Ben, je n'irai pas, déjà parce que je n'ai pas été invité, donc c'est un truc comme ça. Mais surtout parce qu'à 18h, moi j'ai la farce tranquille.
Donc je ne vais pas faire concurrence à ma propre émission. Je pense pas que ce fut l'intention, mais qu'on soit très clair, j'irai évidemment pas. Mais de toute façon, je ne peux pas inviter, donc ça tombe bien. Steph C qui dit il faut que Rémi soit à l'aise d'accepter ou non de participer. Il faut qu'il soit OK avec lui-même. Oui, oui, non, mais qu'on soit bien d'accord, c'est pas, un disqualificatif ou quoi que ce soit. C'est juste que maintenant, il y a certains sujets sur lesquels j'ai envie d'assumer mes positions et de surtout pas jouer des cartes d'entre-soi, des cartes de taire certaines choses qui me déplaisent au motif de on est les médias alternatifs donc on est obligé d'être copains. C'est un truc qui m'emmerde. Je suis très clair là-dessus. Je vous l'ai dit par exemple que Toxin reçoive un franc-maçon, en tout cas ancien franc-maçon en la personne d'Alexandre Langlois, que j'aime beaucoup, avec qui on a bossé sur le banquet. Je trouve ça dommage que sur la question de l'euthanasie, alors que le discours de la franc-maçonnerie est partout, je trouve ça dommage que Toxin ait trouvé quelqu'un qui soit un ancien franc-maçon. Mais c'est pas grave, je donne mon avis. Ça ne disqualifie pas le travail de Toxin. Je veux dire, je suis qui pour dire quoi que ce soit? C'est juste que je donne mon avis, point. C'est comme la candidature d'Alexis Poulain, je vous ai dit que c'est pour cette raison qu'Alerte Générale, pour l'instant, ne se fait plus. Parce que c'est un truc qui m'emmerde. Ça crée un conflit d'intérêts qui m'embête. Donc voilà, je vois pas pourquoi je le cacherais, pourquoi je ferais semblant de vous dire que tout va bien dans le meilleur des mondes et qu'on est obligé d'être copains. Et je le redis, c'est ni une question de personne, ni une question de dire c'est moi le meilleur, c'est moi qui ai raison. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Tout le monde fait un super travail, il n'y a aucun problème, mais je dis juste quand il y a des trucs qui m'emmerdent, des trucs qui m'emmerdent, point, c'est pas plus compliqué que ça. Donc bon. Merci à Seika pour le sub 22e mois. Fléau93 qui dit justement ancien franc-maçon peut donner les coulisses. Non, mais honnêtement, là encore, hein, pour être transparent sur cette question-là, moi, les anciens francs-maçons, ça m'emmerde. De toute façon, je ne peux pas blairer la franc-maçonnerie, on va être très clair, de par l'histoire, de par l'impact sur nos vies, de par l'impact sur le pouvoir politique, donc je ne peux pas les blairer. Je préfère être tout à fait clair avec vous. Là, pour le coup, il n'y a pas de juste milieu. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que quand on écoute, notamment dans les sphères alternatives, où certains individus ont parlé de leur lien passé avec la franc-maçonnerie, peut-être pour se faire mousser, moi je pars du principe que s'ils le disent, c'est vrai, c'est que c'est vrai, je trouve ça marrant parce qu'en fait, ce sont toujours des anciens francs-maçons. C'est comme si que c'était une sorte d'association de pétanque, et en fait, tu y vas, et puis après, t'arrêtes quand t'en as marre. Et si t'écoutes les gens qui parlent ouvertement de la franc-maçonnerie, c'est tous des anciens francs-maçons. C'est-à-dire qu'en fait, la franc-maçonnerie est peuplée d'anciens francs-maçons. Ben, c'est un truc qui m'emmerde. Et je pars du principe que, de par l'aspect réseautage de la franc-maçonnerie, la plupart des gens qui ont dû intégrer ça, c'est par une forme d'opportunisme un peu crasseux, tu vois, de dire on va intégrer ce truc-là pour avoir des avancées dans nos carrières, des choses comme ça. Ceux qui y sont allés pour l'aspect purement ésotérique, je crois qu'ils ne courent pas franchement les rues. Et il y a un truc qui, moi, à titre personnel, me déplaît. Je le redis, voilà, c'est que mon avis. Et le juste milieu n'est pas l'absence de pensée, n'est pas l'absence d'émotion, n'est pas l'absence de colonne vertébrale. J'ai pas envie non plus de vous cacher que parfois j'ai des états d'âme, j'ai des trucs qui m'emmerdent. Pour autant, je suis ouvert au débat. Et je le redis, Alexandre Langlois, c'est pas une ça fait comment dire, c'est pas une qualité intrinsèque de son individu. C'est pas une attaque ad hominem. On a bossé avec lui et les pages du banquet lui sont grandes ouvertes de Juste Mensuel fut un temps. Mais qu'importe, je suis évidemment prêt à rebosser avec lui. Il y a aucun problème. Je dis juste que ce genre de position m'emmerde. J'ai pas envie d'être lisse. J'ai pas envie de faire semblant. Sans que vous avez compris, je radote depuis tout à l'heure. Et c'est un truc qui me gonfle. C'est un truc qui me gonfle parce que on risque de recréer un entre-soi où faudrait rien dire parce que on est les médias alternatifs, on est obligé d'être copains. Il y a des trucs qui me font chier, des trucs qui me font chier. Après, si c'est mal perçu, si je passe pour l'abruti du secteur, si je passe pour le mec qui veut faire cavalier seul, très bien. Après, je m'en fous, mais voilà, je préfère être très clair là-dessus. Donc, non, c'est un truc qui me gonfle assez ouvertement. Et voilà, je voulais vous le partager. Fléau93 qui dit: je suis d'accord avec toi sur les francs-maçons, mais les gens peuvent changer d'avis. Oui, enfin, c'est pas un avis. L'engagement sur la franc-maçonnerie, c'est pas sur un coup de tête quand tu as fini de caguer le jeudi matin. Tu vois. Je pense qu'il faut aussi parfois assumer ses actes. Et jouer la carte alternative quand tu as fait partie de la franc-maçonnerie, je trouve ça peut-être un peu léger. Mais bon, là encore, c'est que mon avis. C'est que mon avis. Donc voilà les amis. Bon, bref, on va pas distribuer non plus les tartines à tout le monde. Vous avez compris mes positions et je le redis, il n'y a aucune animosité là-dedans. C'est juste la volonté de partager mes points de vue, d'être tout à fait clair là-dessus et qu'il n'y ait pas de zone d'ombre. Et je reste évidemment ouvert à la discussion avec tout le monde
qu'on soit tout à fait sympatoche, comme certains épisodes récents. Je veux dire, ce qui s'est passé avec Fabrice Divisio, je vous l'ai dit. Voilà, je pense qu'on travaillera plus ensemble. On s'est expliqué pourquoi, c'est assez clair. C'est assez clair. Bon, voilà, il n'y a pas vraiment de secret. Mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut dire les choses, parce que se mettre en place des choses qui m'emmerdent et où on peut, in fine, contribuer nous-mêmes à tromper les gens. Et ça me plaît pas. Frontière, c'est pareil. Je leur ai mis quelques tartines, parce que Frontière, c'est la même chose. Il y a une forme d'escroquerie intellectuelle dans la démarche qui m'emmerde. Voilà, c'est tout. Après, je le redis, ça n'empêche pas de faire un bon boulot, machin, il n'y a pas de souci. Adriano Soleil qui dit ce qui est bien, c'est d'assumer son positionnement et d'être clair avec ça. Je suis un peu gêné par une certaine forme de LFisme de plus en plus marquée chez Alexis, où parfois il y a un manque de justesse. Mais bon, j'ai peut-être un biais d'analyse. C'est ton choix, voilà, je lis le message. Marcus Verus, Divisio et franc-maçon, j'en sais absolument rien, puis je m'en fous. Titi, 3180, arrêtez de faire semblant pour faire plaisir. Non, mais je suis dans cette démarche, hein, camarade. Hein. C'est un peu l'idée. Hein. C'est un peu l'idée. Hein. Donc voilà, Victor Macno, j'aime bien Omerta et Nexus, notamment leur magazine. Oui, non, mais et je le redis, c'est vraiment qu'on soit tout à fait clair là-dessus. Il n'y a pas d'animosité, c'est pas un jugement sur l'entièreté du travail des gens. Il peut y avoir des choses qui me plaisent pas, et je peux reconnaître le mérite du travail qui est fait par plein de médias alternatifs. Il n'y a vraiment aucun problème, qu'on soit tout à fait d'accord. Là-dessus, voilà, que ça ne laisse aucun doute. Aucun doute. Donc les amis, on va y aller, 17h15, on va y aller sur les sujets que je voulais vous proposer aujourd'hui. Et donc le suivi de ce dossier euthanasie. IMD 80, et pour finir là-dessus, qui dit Nexus, pareil, j'achète souvent leur magazine, je trouve qu'ils sont super, je trouve ça très bien, donc voilà, pas de souci. Donc Olivier Falorni, je vous l'ai dit, Olivier Falorni, donc rapporteur général du projet de loi, et qui met en place une manipulation qu'on pouvait largement attendre, qui est l'instrumentalisation de la position, enfin comment dire, dans la manipulation des opposants à leur projet d'euthanasie sans limite. C'est-à-dire, ceux qui sont contre l'euthanasie sans limite étaient contre le mariage pour tous, et ou la GPA, et ou l'IVG, et donc ce sont d'affreux réactionnaires. Olivier Falorni nous l'a gentiment dit directement en parlant des positions de Bruno Retailleau qui semble être plutôt contre le projet de loi. Prétendre que l'opposition de Bruno Retailleau à l'aide à mourir est une surprise. Il a voté contre la constitutionnalisation de l'IVG, contre la PMA, contre le mariage pour tous. Il est contre l'aide à mourir. C'est sa liberté, c'est son choix et je le respecte évidemment. Mais ce que je considère important de dire, c'est que dans ce gouvernement, il y a par exemple 4 ministres d'État. Il y en a 3 qui sont pour. Et puis, vous savez, l'Assemblée nationale, elle va débattre d'une proposition de loi déposée par un député, en l'occurrence votre serviteur, et elle décidera souverainement de ce qu'elle veut comme texte de loi. Qui peut Donc, Olivier Falorni qui très clairement explique que l'instrumentalisation est en place et qu'on expliquera à ceux qui sont contre le projet de loi d'euthanasie sans limite qu'ils sont des affreux intégristes cathos pour mieux caricaturer le débat. C'est assez classique. Alors attends, il y a une incompréhension là, que tout le monde garde son sang-froid. Je vois Phil, entre autres, qui dit bizarre, les esquives de Rémi, je suis pas le seul à avoir posé la question, bref, peu importe. Sur Greg Tabibian, effectivement, qui a dit qu'il avait fait partie de la franc-maçonnerie, c'est exactement ce que je vous ai dit. Je pensais avoir été assez clair là-dessus. Pour revenir sur le précédent débat, après je veux bien qu'on passe à autre chose. Déjà, pas de procès d'intention, que tout le monde garde son sang-froid. Il n'y a pas d'esquive de quoi que ce soit. Évidemment que je pensais à lui en disant que moi, les anciens francs-maçons qui disent ça ouvertement pour jouer la carte alternative derrière, je trouve ça, personnellement, ça m'emmerde. Je trouve ça curieux. Mais non. Évidemment partant pour parler, pour en débattre, pour en discuter. Je pense avoir été assez clair, j'avais peur d'être un peu trop long, visiblement c'était pas assez clair. Donc voilà, évidemment, ça me fait chier, je suis très ouvert pour en discuter. Et peut-être même changer d'avis, évoluer, apprendre des choses. Il n'y a évidemment aucun problème. Donc voilà, qu'il n'y ait pas d'incompréhension et surtout pas de procès d'intention. Je n'évite pas les messages, vous voyez bien que c'est pas franchement le genre de la maison. Donc, Olivier Falorni, faut enchaîner, parce que sinon, tu vois, je sors d'un truc, on n'y arrive pas. Olivier Falorni, donc, qui matérialise gentiment ce qu'on pouvait redouter, c'est-à-dire ceux qui sont contre l'euthanasie aujourd'hui étaient contre l'IVG hier, donc ce sont les méchants du film, hein, soyons clairs. Au moins ils te le disent, et on risque d'avoir ça si demain il y a des manifestations, et si demain les gens commencent à monter au créneau contre cette euthanasie sans limite.
les médias mettront tout en œuvre pour caricaturer les débats, pour faire passer les anti-euthanasie sans limite pour des tarés. Voilà, qu'on soit très clair. Alors, Olivier Falorni, qui nous a glorifié d'un discours d'ouverture des débats à l'Assemblée nationale, où il nous a fait des choses intéressantes. Il nous a dit ceci. Alors, apprécier, vraiment apprécier le langage technocratique couplé à une manipulation des termes extraordinaires, notamment le terme de dignité qui est omniprésent. Écoutez Olivier Falorni, on se régale. Merde, je n'ai pas cliqué au bon endroit. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, il n'y a rien de plus beau que la vie. Et aimer la vie comme je l'aime, c'est vouloir qu'elle soit la plus belle possible jusqu'à sa fin. Il n'y a rien de plus beau que la vie, mais il y a parfois pire que la mort. Oui, il y a encore pire que la mort quand la vie n'est devenue qu'une inexorable agonie. Oui, il y a pire que la mort quand la vie n'est devenue qu'un océan de souffrance que rien ne peut apaiser. Oui, il y a pire que la mort, quand la vie n'est devenue qu'une survie hurlante, dont la seule espérance est celle de l'ultime délivrance. Qui parmi nous n'a jamais été confronté dans sa vie à cette question existentielle? Que veut dire vivre quand vivre n'est plus que souffrir sans espoir de guérison? Cette question, nous ne devons pas l'occulter. Au contraire, nous devons l'aborder avec respect et humilité. Le respect d'écouter les malades et de ne pas s'arroger le pouvoir de décider pour eux-mêmes. L'humilité de ne pas prétendre avoir la vérité. L'humilité d'avoir des convictions mais pas de certitude. Certitude qui se fracasse d'ailleurs parfois sur la réalité d'expériences personnelles et douloureuses et qui bouleverse alors souvent les points de vue sur la fin de vie. Au fil des ans et des lois, depuis 1999 jusqu'à 2016, 2 droits essentiels ont été conquis. Le droit de ne pas souffrir, en obtenant que la souffrance ne soit plus considérée comme inévitable et encore moins nécessaire. Et le droit de ne pas subir, en obtenant le droit de dire non à l'acharnement thérapeutique, de dire stop à l'obstination déraisonnable. Cela semble aujourd'hui être des évidences. Cela ne l'était pas il n'y a pas si longtemps. Voilà, donc ce qu'on peut aisément retenir de l'intervention d'Olivier Falorni, c'est cette manipulation des termes qui est, je trouve, extraordinairement scandaleuse. C'est-à-dire, il y a pire que la mort. On est sur ce genre de retournement où on t'explique que l'euthanasie sans limite est nécessaire pour affronter quelque chose de pire que la mort. Donc, dans une époque d'abrutissement généralisé, de perte totale de repères et des repères et de la morale, on en est là. C'est-à-dire que quelqu'un t'explique qu'il y a pire que la mort. Enfin, il n'y a pas besoin de développer. Je veux dire, en l'écoutant attentivement, tout le monde se rend compte que c'est un discours de taré. Tout ça couplé à la défense de l'éthique, de la dignité, pardon. Mais qu'est-ce que la dignité vient foutre là ? Étymologiquement, le mérite, l'estime, la considération, dire que les gens puissent pouvoir se buter tout seuls avec dignité, c'est-à-dire avec la considération de la société, mais qu'est-ce que ça veut dire ? On est à un niveau de manipulation syntaxique qui est frappant, qui est véritablement frappant. Et un petit tour d'horizon des médias. Alors évidemment, je relève beaucoup de choses, les amis, vous le savez. Et d'ailleurs, cette page est très importante. Vraiment, si ce sujet vous intéresse, les amis, que vous voulez rester au courant, rester engagés, on a lancé cette page, vous le savez, de notre action citoyenne contre l'euthanasie sans limite. On a déjà des premières infos qui sont là. Et si jamais, pour information, sachez après le nombre de signataires qui relaient directement l'action que nous portons, plus de 15 000 personnes que je remercie aujourd'hui, évidemment, à partir de cette section-là, nos enquêtes, je travaille tous les jours dessus pour le mettre à jour. Donc vous allez voir, il y a les pièges de l'euthanasie sans limite, où j'argumente, je vous donne tous les liens pour éviter en fait la manipulation médiatico-politique qui est à l'œuvre. Et à la fin, il y a ce qui se dit dans les médias,
où je relève tout ce que je trouve dans les journaux chaque jour pour vous tenir au courant avec tous les liens, avec toutes les infos, pour que vous puissiez voilà, être vraiment au contact de ce qui se dit, au contact de tout ça, et vous rendre compte vraiment des choses mais scandaleuses, scandaleuses, qui se déroulent dans nos médias. Je vous redonne la page, vous avez tout là-dessus les amis. Mettez-la en onglet, enregistrez-la si vous voulez. Comme ça, vous restez au courant de tout ce qui se passe. Une autre intervention médiatique, alors c'est vrai qu'on attendait son analyse, parce que c'est vraiment ça qu'il nous fallait, c'est Agnès Pannier-Runacher. Là encore, je vous laisse apprécier cette manipulation orwellienne des termes. Je vous dis que la France est en retard par rapport à la Belgique, par rapport à la Suisse, par rapport à un certain nombre de démocraties, et que ça devrait nous interroger. Nous nous flattons d'être un pays de progrès, un pays de liberté. Je crois qu'il faut entendre ce que nous disent les Françaises et les Français. Encore une fois, j'entends très bien sincèrement, je l'ai entendu de tous les bords. J'ai entendu sur de députés socialistes, de députés verts. Donc c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin que les positionnements partisans. Et il y a des itinéraires de vie qu'il y a des réticences et qu'il faut effectivement être précautionneux par rapport à cette loi. Mais entendons aussi ce que nous disent les Français et n'ayons pas peur de leur faire confiance. Voilà, ce que nous disent les Français. Agnès Pannier-Runacher, par ailleurs ministre de la Transition écologique. Alors, qu'est-ce qu'on en a à foutre de son avis sur l'euthanasie, à moins de considérer que c'est un moyen de réduire l'empreinte carbone du peuple? Pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, Agnès Pannier-Runacher, elle conclut ce passage en te disant il faut faire confiance aux Français. Écoutons ce que nous disent les Français. Mais ce que nous disent les Français, d'après elle, ce sont les sondages. Les fameux sondages financés par la DMD, on en a parlé il y a 2 jours. Donc ce sont des sondages qui disent 95% des Français sont pour la corrida, et le sondage est commandé et financé par une association de toréadors. Bon voilà, pour elle, ce que nous disent les Français, c'est ça. Donc tant qu'il n'y a pas de mobilisation, tant que les gens ne sont pas au courant, tant qu'il n'y a pas de manifestation, que les boîtes mail des députés ne sont pas inondées de mails pour leur poser des questions sur ça, ce que nous disent les Français, pour eux, ce sont les sondages. Donc des sondages qui confisquent la parole des Français, de toute évidence. Voilà comment on instrumentalise ce genre de cause. Une autre réaction médiatico-politique, pareil, dans le sens de la propagande, c'est Alain Duhamel sur BFM TV qui nous a dit ceci, hop, tac. Oui. Ou de la liberté de choisir son moment. Vous l'avez dit vous-même, oui. C'est mon cas. Oui. C'est-à-dire si vous serez aussi un jour vous êtes en situation de bien sûr c'est une décision qui est une décision individuelle. Ouais. Il ne s'agit pas de faire de la propagande pour qu'il y ait le plus grand nombre possible de gens qui aient recours à un système qui est un système extrême quand il n'y a rien d'autre à faire. Mais quand il n'y a rien d'autre à faire, et si on a les moyens de le faire, et le problème est que moi j'aurais les moyens, mais que tout le monde n'aurait pas les moyens. Si ma femme ou moi, d'ailleurs on en a parlé ensemble en détail à plusieurs reprises, si ma femme ou moi se trouvions dans cette situation-là, c'est évidemment pour nous, pas évidemment pour tout le monde, mais évidemment pour nous la décision qu'on prendrait, avec évidemment toutes les garanties. Et en Suisse, les choses sont bien faites, mieux faites qu'en Hollande, par exemple. Et donc vous iriez, ou même qu'en Belgique. Ce serait prévu d'aller en Suisse. Absolument. Et de vous administrer vous-même la dernière dose. Mais bien sûr. Mais je répète, d'abord, il y a une grande inégalité dans cette affaire. Parce qu'on en a les moyens ou on n'en a pas les moyens. Et les gens qui ont les moyens sont évidemment une toute petite minorité. Ensuite, ça, par principe, ça concerne un petit nombre de gens qui osent prendre cette décision. Il ne s'agit pas de dire que c'est quelque chose qui peut être une sorte de thérapeutique collective. Bien sûr que non, c'est une décision totalement individuelle, inégalitaire, ce qui est une très mauvaise chose. Ah ben bien sûr. Et puis confirmée, vérifiée avec des médecins et dans toutes les conditions. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait qu'on ait en France une législation qui permette à ceux qui en ont vraiment besoin. Donc, en ultime recours et pour un tout petit nombre de gens. C'est par centaines, c'est pas par rapport au nombre de gens qui meurent chaque année, évidemment, c'est marginal. Voilà. Donc, ce qui est intéressant aussi, une autre facette, les amis, de la propagande ambiante, c'est la confusion qui règne dans les débats. Juste après, je vais vous montrer une tribune extraordinaire qui a été publiée dans Le Monde, mais je veux vraiment qu'on s'attarde là-dessus, sur la confusion qui règne. C'est-à-dire, on parle d'un sujet d'une importance première, d'une réforme sociétale d'une importance première. Et quand tu entends les journalistes, les intervenants politiques qui s'expriment
sur ce sujet-là, il y a une confusion où tu te rends compte que des gens qui sont des représentants du peuple, sont censés incarner une forme d'élite intellectuelle, gèrent ça, mais avec une facilité véritablement, voire une bêtise qui fait que ça devrait nous alerter. Parce que leur bêtise apparente fait passer ce projet de loi majeur comme un projet de loi, enfin, pour un projet de loi, pardon, de second plan, tu vois, la couleur des radars, les passages piétons, tu vois. Alors qu'on parle de l'ouverture de l'euthanasie pour les mineurs, de l'euthanasie à visée économique, tout ce qu'on a développé ces dernières semaines. Écoutez, par exemple, Sandrine Rousseau, le 12 mai, on est frappé par la médiocrité. Ah ben pas du tout. Madame, quand je vous écoute, je trouve que c'est mieux expliqué, et en tout cas avec un esprit meilleur que ce que je lis. Quand vous êtes une équipe de soins palliatifs et que vous entendez qu'un patient que vous suivez ou pas encore réclame l'euthanasie, réclame la mort programmée, c'est une urgence pour toutes les équipes de soins palliatifs de France, c'est-à-dire qu'il y a une procédure qui fait qu'on reçoit la personne le plus vite possible et qu'on essaie de lui trouver un lit pour l'hospitaliser. Et là, on se pose ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Quelle a été la généalogie qu'il fait cette demande? Et bien souvent, on comprend qu'il est probablement pas suffisamment soulagé de ses douleurs, qu'il a peut-être pas dormi depuis 3 jours, que cette personne s'est pas sentie suffisamment entendue ou ne sait pas comment faire ou est inquiet pour son avenir. Et donc, on va essayer de recréer une alliance. On va essayer de le soulager tout de suite. On va essayer de le faire dormir. Donc, on va lui dire, on vous hospitalise. On va vous faire dormir toute la nuit. On va peut-être vous mettre une pompe à morphine pour vous soulager. Et qu'est-ce qu'on fait? On essaye de recréer une alliance, de recréer des conditions qui, dans 99,99% des cas, permettent de lui redonner envie de vivre parce qu'il est plus la même personne une fois qu'il a plus mal et qu'il a dormi. Et donc, nous sommes dans une procédure dissuasive de son euthanasie. Et là, je lis, est puni d'1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende le fait d'empêcher ou de dissuader une personne dans sa demande d'aide à mourir. C'est à quel moment on bascule dans la pression médicale, en fait? C'est ça, non, Rousseau. Là, il n'y a, la question qu'il pose, là. Il n'y a pas de pression d'aucune sorte. Encore une fois, cet article est calqué sur ce qui se passe pour l'IVG. Et l'idée est de pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas d'association qui ait des manifestations. Parce qu'en fait, si c'est un texte de sérénité, alors on doit être serein jusqu'au bout. Et le texte précise bien d'ailleurs, dans le cas que vous venez de citer, qu'on peut refuser, enfin qu'on peut changer d'avis jusqu'à la dernière seconde. Mais le point de sorte qu'une personne qui est soulagée, mais je voudrais, enfin je termine parce qu'une personne qui est soulagée pourrait en effet changer d'avis sans aucun problème. Mais je voudrais dire aussi qu'il ne s'agit pas que de décision par défaut. C'est-à-dire que c'est aussi chez certaines personnes, et il faut l'entendre, une volonté que de ne pas aller au bout de la maladie. Et donc, même si il y a des possibilités de morphine, par exemple, eh bien, d'accès à la morphine, qu'elles veuillent quand même arrêter parce qu'elles savent que la phase terminale est engagée, que leur maladie est avancée et que donc c'est un droit qui leur est offert. Et il faut aussi entendre cela parce que c'est quelque chose d'important dans les personnes qui veuillent y avoir recours. Voilà, donc Sandrine Rousseau, avec sa faiblesse intellectuelle habituelle, je le redis, faiblesse intellectuelle volontaire. Je suis persuadé, et là encore ça n'est que mon avis, que Sandrine Rousseau a le rôle de l'abruti volontaire. C'est-à-dire que c'est une professeure d'économie à l'université. Je me sentirais franchement malhonnête de vous dire qu'elle est bête naturellement. Ce serait absurde, ce serait ridicule, et je pense que la fonction qu'elle a exercée avant d'être députée est une fonction d'un haut niveau intellectuel. Et je pense qu'elle joue volontairement à l'abruti, ce qui est beaucoup plus dangereux. Et là, cette confusion, quand on se dit que notre sort est remis entre les mains de gens comme Sandrine Rousseau, ça fait peur. Parce que c'est pas une question de Sandrine Rousseau en tant que telle ou de notre sort est remis entre les mains des députés, mais on a des députés qui factuellement ne s'occupent pas sérieusement des dossiers. C'est-à-dire, elles s'occupent des dossiers un peu à la va-vite, et qu'il n'y a pas de véritable gravité. Ils ne s'investissent pas véritablement dans un dossier par choix volontaire, par professionnalisme, par curiosité. On a une absence de maîtrise assez terrible. Là, elle est en train de débattre avec un médecin, avec quelqu'un qui connaît les patients. Les seuls patients que Sandrine Rousseau connaît, c'est ceux qui écoutent ses discours. Et Dieu sait qu'ils sont patients. Donc, c'est fou, en fait. C'est fou de se dire ça. Et c'est pas une remise en cause c'est pas une remise en cause, évidemment, de la démocratie telle qu'elle est appliquée en France sur la représentation choisie avec ce fonctionnement parlementaire. C'est une remise en cause de la qualité des députés que nous avons.
et qui vont légiférer sur la courbure des courgettes comme ils légifèrent sur l'euthanasie, c'est-à-dire avec un manque d'engagement, un manque de professionnalisme et peut-être même un manque d'intérêt, soyons clairs. Donc Sandrine Rousseau est tout à fait distante et tout à fait pas au niveau là-dessus. Pour se mettre quand même du baume au cœur, parce qu'il y a des choses positives, et il faut le rappeler, je voudrais vous montrer Le Monde. Le Monde, dans son édition du 13 mai, qui a publié une tribune vraiment très belle, signée Sarah Piazza, psychologue en équipe mobile de soins palliatifs et en réanimation au centre hospitalier de Saint-Denis. Je voulais vraiment lui tirer mon chapeau, parce qu'on parle de ce qui ne va pas, mais il y a des gens formidables, il y a des écrits formidables qui sont publiés, et notamment cette tribune. La loi promet un droit à mourir quand le droit à être soigné ne peut plus être garanti. Je vais vous lire un passage entier qui est à la fois pertinent, intelligent, qui est le fruit de quelqu'un qui, pour le coup, connaît intimement ce dossier, le connaît personnellement, avec un argument qui me semble en béton armé, pour montrer que ce qui se passe ne dit pas vraiment son nom. Ce projet de loi ne dit pas vraiment son nom. Je vous lis toute cette partie-là, à partir de cet intertitre « Vision agiste et validiste ». Face à la maladie, chacun peut aisément imaginer ce dont il aurait besoin. Pouvoir être suivi à l'hôpital sereinement, avoir des soignants en ville accessibles et à domicile si besoin. Au fil de l'évolution de la maladie, il pourrait y avoir besoin d'une consultation dans un centre antidouleur, d'un accompagnement psychologique ou d'un suivi par une équipe de soins palliatifs. Or, nous le savons, notre système de santé s'effondre. Combien d'entre nous ont un médecin traitant ou la possibilité d'une infirmière à domicile? Pour un département, combien de mois d'attente pour un rendez-vous en centre médico-psychologique? Existe-t-il seulement une consultation antidouleur? Quelles ressources en personnel formées aux soins palliatifs? Le texte actuellement étudié à l'Assemblée nationale propose un délai de 15 jours entre la demande et l'exécution du geste létal. Or, il faut aujourd'hui, par exemple, 6 mois d'attente en région parisienne pour une consultation dans un centre antidouleur. Comment soutenir que l'accès à la mort devienne plus rapide que la possibilité d'être soigné? Cet argument, il est fondamental, il est majeur, les amis. C'est-à-dire que à l'heure où l'hôpital public français s'effondre, et on sait très bien pourquoi, ce sont les conséquences du Covid. Ce que nous vivons et ce que j'essaie de dénoncer, et ce que Juste Milieu dénonce à travers ce discours-là, c'est en vérité les effets secondaires invisibles du Covid. On est dans la continuité claire du Covid. L'effondrement de l'hôpital public nous amène dans cette situation où aujourd'hui, il sera sûrement plus facile d'accéder à la mort que d'accéder à la vie. Et donc, on a une société où l'hôpital public s'effondre, et pour cacher le problème, éliminons les malades. Quelqu'un qui est profondément dépressif. C'est simple, hein, et c'est ce que dit Madame Piazza, qui explique que quelqu'un qui est profondément dépressif va mettre 6 mois à avoir un rendez-vous au contact d'un professionnel de santé qui va l'accompagner, qui va la soigner, qui va la traiter et qui va lui permettre de retrouver un élan, retrouver quelque chose de positif. Or, si cette personne, elle a plus vite accès à l'euthanasie, où on va lui dire on va mettre fin à vos souffrances de cette manière-là, vous croyez qu'elle va faire quoi, cette personne? Est-ce qu'elle va avoir la force, est-ce qu'elle va avoir le courage d'attendre 6 mois? Donc, c'est ça la réalité dans nos hôpitaux, comme dirait Olivier Véran. C'est ce qui va se passer si rien n'est fait. Et vous pensez que les gens qui auraient pu peut-être s'en sortir, que ce soit une dépression, des problèmes psychologiques ou autres, ces gens qui auraient pu s'en sortir, ils vont choisir quoi? Ils vont choisir quelle option? Et par projection, repensons la période du Covid de cette manière-là. Quelqu'un en soins respiratoires, qui a une fonction pulmonaire réduite à 30-40%, à qui on va dire, écoutez, en plus vous avez vu à la télé, hein, on manque de lits, c'est tendu, vous, on ne vous donne pas 15 ans, on ne sait pas comment le Covid va évoluer, par contre on a une solution, c'est que c'est terminé. Et au moins vous arrêtez d'inquiéter vos proches, vous coûtez moins cher au pays, et vous avez vu, les ministres seront contents parce que vous prenez un lit. Vous croyez qu'elle va choisir quoi, cette personne? Si demain on refait le match du Covid, il se passe quoi? Qui plus est, cerise sur ce gâteau morbide, les morts par euthanasie, il y a un amendement qui avait été proposé lors de la première session d'études l'année dernière, mi-2024, en juin 2024, avant la dissolution. Il y a un amendement qui évoquait le fait que les morts par euthanasie soient comptées comme des morts naturelles. C'est-à-dire que ça n'apparaîtra même pas au bilan. Donc, c'est ça qui est devant nous.
Si vous voulez, c'est pas par passion, ça me fait pas rigoler de vous parler de l'euthanasie tous les 2 jours. Franchement, c'est pesant, je vais pas vous mentir. C'est pesant à faire et ça doit être pesant à écouter. Donc on est complètement d'accord. Mais c'est juste, je m'échine en fait à dire, et on va pas lâcher, je peux vous assurer, je m'échine à expliquer que on est sur une forme d'effondrement civilisationnel qui concerne tout le monde dans ce qu'on a de plus intime, dans ce qu'on a de plus profond, qui est la fin de notre existence, qui est la mort. On l'appelait comme ça, le mot il marche bien, 4 lettres, t'as compris l'ambiance. Donc c'est plus une question politique, c'est plus une question de parti, de je sais pas quoi. Et d'ailleurs là-dessus, pour continuer sur la question politique, on voit bien que c'est le monde à l'envers. Pour vous dire à quel point ça n'est pas une question politique et qu'on est sur, d'une certaine manière, la matérialisation d'un projet civilisationnel, d'un projet politique qui ne s'embarrasse pas de la gauche ou de la droite. La gauche ou la droite, c'est une histoire pour les enfants, c'est pour nous endormir. Parce qu'aujourd'hui, qui sont les militants les plus chevronnés, les plus motivés sur l'euthanasie sans limite? Ce sont des députés de gauche. Sandrine Rousseau, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas une néolibérale bon teint qui nous explique que il faut lutter, que le capital c'est génial, le néolibéralisme à outrance. Sandrine Rousseau, c'est une écolo au départ, qu'on pourrait aisément ranger à l'extrême gauche sur l'échiquier politique. Et cette dame est en première ligne pour défendre l'euthanasie sans limite et la monétisation de la vie des individus. Parce qu'on parlera aussi du coût de ça. Vous vous doutez bien qu'il y a un marché à faire. Hein. Le marché de l'euthanasie, c'est pas gratos. En Suisse, c'est entre 7 000 et 15 000 euros le coût d'une euthanasie. Donc vous vous doutez bien qu'il y a du business qui va se faire. Il y a du business. Et des gens de gauche défendent ça. Cynisme parmi les cynismes, celui d'Aymeric Caron, dont je voulais vous parler, les amis. J'étais sur le cul, mais vraiment... tu te dis, dépêchons-nous d'en rire avant de devoir en pleurer. C'est vraiment l'adage connu, je ne sais plus vraiment de qui. Je vais vous dire ce qu'a fait Aymeric Caron. J'ai refusé d'y croire. J'ai refusé d'y croire ce matin. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est une blague. Aymeric Caron fait partie des députés de la France Insoumise, en première ligne pour lutter contre, pour l'euthanasie sans limite. Il fait partie des députés les plus motivés. Je vais voir si je vous trouve, une séquence là-dessus. Est-ce qu'il a été interviewé? Non, je trouve pas grand-chose là-dessus. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Aymeric Caron, en tout cas chez LFI, est connu pour ces positions-là. Il fait partie des plus motivés pour encourager l'euthanasie sans limite. Et je vais vous montrer ce que nous a dit le Canard enchaîné d'aujourd'hui. Regardez. Hop, merde, j'en perds mon 4 couleurs. Bouge pas. Tac, Aymeric Caron, il est là. Regardez, voilà. C'est dans le Canard enchaîné d'aujourd'hui, page 2. Je vous le redis, Aymeric Caron est pro-euthanasie sans limite. Écoutez ce que nous dit le Canard enchaîné. Le député apparenté LFI Aymeric Caron est un partisan convaincu du projet de loi sur l'aide à mourir qui est arrivé en discussion dans l'hémicycle le 12 mai. Il a même déposé et fait adopter en commission plusieurs amendements, dont l'un vise à permettre de choisir entre l'auto-administration d'un produit létal et son administration par un soignant. Rappelons que l'auto-administration, c'est un suicide. Hein. C'est un suicide. Ce qui déresponsabilise l'État, d'ailleurs, au passage. Au même moment, le 17 avril, le même Aymeric Caron déposait une proposition de loi visant à interdire les euthanasies dites de convenance des chiens et des chats dans les fourrières et les refuges. Une coïncidence qui a pour le moins surpris nombre de ses collègues, si on ne peut plus légiférer tranquille. On dit le Canard enchaîné. Donc si on résume la choucroute, Aymeric Caron est un militant de gauche, proche du peuple, qui est pour l'ouverture de l'euthanasie sans limite, avec tout ce qu'on a dit, et qui en revanche a fait une proposition de loi, en l'occurrence celle-là, hein, je vous l'ai retrouvée sur le site de l'Assemblée nationale, hein, évidemment, tout ça n'est pas une blague, et qui par contre te fait une proposition de loi pour interdire l'euthanasie de convenance des chiens et des chats dans les fourrières. Donc voilà, pour des gens de gauche, pas tous évidemment, pour certains représentants politiques de gauche, voilà où on en est. C'est-à-dire, sauvons les clébards, mais pour les prolos qui veulent se faire crever parce qu'ils n'ont plus de pognon, ben qu'ils aillent bien se faire cuire le cul, en fait. Donc Aymeric Caron, évidemment, je lui pisse au cul dans des dimensions, mais que j'avais jamais pensé atteindre publiquement, véritablement. Parce que là, on est à un niveau d'ordurerie et de cynisme que je trouve terrible. Et ce mec est de gauche. Et ce mec fait la leçon
aux gens de droite et aux néolibéraux qui sont les méchants du film. Mais alors lui, je lui pisse au cul comme jamais. Je trouve ça sidérant. Ce mec a plus d'engagement politique et de sensibilité pour les clébards dans les refuges que pour les prolos à qui on proposera l'euthanasie parce qu'ils n'ont plus un rond pour vivre dignement, pour vivre dans des bonnes conditions. Donc ça, c'est le genre de saloperie qui est encouragé par ce projet d'euthanasie sans limite. Et ça passe, comme dirait Édouard Philippe, et ça passe. Donc, au bout d'un moment, après on va parler de l'extrême droite, vous inquiétez pas, parce que c'est pas beaucoup mieux. Au bout d'un moment, oui, Macron, c'est le méchant. Oui, Macron, il fait des dingueries. Oui, Macron, il prend peut-être de la cocaïne, si vous voulez. Mais à un moment donné, regardons notre paysage politique pour ce qu'il est. Et je peux vous assurer que les ordures, c'est une question de proportion. C'est comme les cons. Et Macron n'est pas le seul méchant du film. Et que ce qui se passe aujourd'hui est un virage politique, et même pas d'ailleurs, est un virage civilisationnel. C'est l'aboutissement d'un projet civilisationnel qui ne s'embarrasse pas de la gauche et de la droite, qui ne s'embarrasse pas des couleurs politiques des uns et des autres, ce qui n'est juste qu'une fable pour occuper les crétins que nous sommes à discuter de... Il y en a qui sont à gauche, il y en a qui sont à droite, je sais pas quoi et tout ça. L'aboutissement de ce projet civilisationnel, c'est celui-là. Vous avez des gens de gauche et d'extrême droite qui sont d'accord. Vous noterez par exemple que Aymeric Caron, qui est pour l'euthanasie sans limite, adopte la même position que Marine Le Pen. Et là, ça les dérange plus. Tu sais, là, ils nous font plus des cagoleries de non, je vote surtout pas des trucs avec le RN. Regardez ce qu'a dit Marine Le Pen hier. Position sur la fin de vie, quelle est votre position? Alors, évidemment, la loi sur les soins palliatifs, je suis tout à fait en accord. Je pense qu'il faut un développement massif de ces soins palliatifs et que c'est un échec en réalité de notre pays de voir que dans un nombre significatif de départements, il n'existe pas encore de structure pour pouvoir offrir des soins palliatifs à nos compatriotes. Sur la loi sur la fin de vie, à titre personnel, j'y suis opposé parce que je considère que le texte sorti de la commission est un texte qui ne permet pas l'assurance du respect des soignants, du recueil véritablement du consentement et que les garde-fous qu'on pouvait espérer sur un texte aussi grave, eh bien, ont été pulvérisés par la commission. Voilà. Alors par contre, veuillez m'excuser, Marine Le Pen est contre le projet. C'est Jean-Philippe Tanguy, député du RN, qui lui, pour le coup, est pour. Excusez-moi, j'ai fait une confusion. Marine Le Pen est bien opposée au projet de loi d'euthanasie sans limite. C'est Jean-Philippe Tanguy qui était sur BFM ce matin qui a déclaré ceci. Vous aviez fini par éteindre la télé et retourner en séance sur la question de la fin de vie. Est-ce que vous voterez ce texte ou non ? Moi, selon les garde-fous, évidemment, on va pas voter n'importe quel texte, mais si les garde-fous sur le discernement, sur la liberté des soignants est maintenu, moi je voterai ce texte. C'est un sujet grave, c'est un sujet où il y a la liberté de vote dans notre groupe, garantie par Marine Le Pen et Jordan Bardella, qui sont contre ce texte. Mais moi j'estime que le peuple français a besoin de ce droit nouveau et de cette possibilité de partir dans la dignité. Donc tout le monde n'est pas d'accord au RN, mais non. Vous voterez en liberté. Est-ce qu'il faudrait aller jusqu'à un référendum? Parce que là, pour le coup, il a laissé cette porte ouverte, Emmanuel Macron. Je souhaite que le texte sur la fin de vie soit adopté. Il faut un temps parlementaire, mais s'il y a un enlisement, alors à ce moment-là, un référendum peut être une voie pour débloquer. Il y a déjà eu un temps parlementaire, et c'est lui qui l'a arrêté avec la dissolution. Le texte avait beaucoup avancé. Bon, il y avait à l'époque un seul texte, on en préférait deux. C'était une belle victoire aussi de Marine Le Pen, obtenue auprès de François Bayrou. C'est que les soins palliatifs, le développement des soins palliatifs, qui est un droit humain universel, soit séparé de la question de la fin de vie, de l'euthanasie, et du suicide assisté. C'était important parce que... Vous dites euthanasie, vous? Oui, je dis euthanasie. Moi, je ne cache pas derrière mon petit doigt. Je ne sais pas pourquoi on n'utilise pas les bons mots, parce qu'on a l'impression qu'on a quelque chose à cacher. Tout le monde sait, et le peuple français, moi je peux vous dire que quand je consulte les élus de terrain ou les habitants dans ma circonscription, ils parlent d'euthanasie, et personne cherche des mots, des paraphrases. Et je comprends que ça gêne les opposants, si vous voulez, qu'on n'utilise pas les mots tels qu'ils sont, et qu'on essaie de tromper donc une fois vous plus. Votez pour, mais vous assumez qu'il s'agit d'euthanasie. Mais oui, avec des appellations mensongères, une fois plus trompeuses. Moi, je suis pas pour tromper les gens, et je suis pas pour l'hypocrisie de ceux qui veulent toujours enfumer tout le monde avec des faux semblants. Voilà. Donc Jean-Philippe Tanguy qui est clair. Alors,
Ce qui, pour le coup, témoigne de la capacité du RN, comme d'autres partis d'ailleurs, à avoir des positions contradictoires entre les députés. Ça, à la limite, pourquoi pas. Mais ce que je trouve chouette, c'est que vous allez avoir des députés RN, en l'occurrence Jean-Philippe Tanguy au moins, qui ouvertement dit qu'il va voter pour ça. Et là, les cagoles de la France Insoumise te font pas des pieds et des mains pour t'expliquer que non, on va pas voter avec l'extrême droite. Donc tu vois bien qu'il y a des dynamiques de fond qui ne s'expliquent pas par des couleurs politiques. Depuis quand la gauche vote pour un texte, alors gauche ou extrême gauche, on s'en fout, encourage un texte où le garde-fou d'une euthanasie économique n'existe pas. Et ces gens-là se revendiquent de Jean Jaurès. Ces gens-là se revendiquent du socialisme historique, voire du marxisme. Sans déconner, sans déconner. C'est le cirque Pinder. Et demain, pour des projets de loi à la con, ils vont faire les cagoles en disant non, non, on vote pas avec l'extrême droite, on vote pas avec l'extrême gauche. Mais vous êtes des guignols, vous êtes des guignols. Et donc, je voulais finir là-dessus, les amis, sur ce volet peut-être plus politique, pour bien comprendre et pour vous démontrer que les cagoleries habituelles, en fait, que nous pouvons avoir sur ces questions disparaissent parce que là, on a une dynamique de fond qui n'est pas liée aux couleurs politiques. C'est sidérant de prendre le peuple à ce point-là pour des abrutis. Donc, voilà, les amis, ce que je pouvais vous dire. Je prends vos messages dans le chat, allez-y, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord, pas d'accord. Donnez-moi vos coups de cœur, vos coups de gueule, tout ce que vous voulez, les copains. Allons-y, plein badin. Il y a Zabou 1961 qui dit « J'ai déjà entendu les propos d'un jeune médecin qui intervenait dans un établissement pour anciens, dans une structure gérée par des religieuses. Les soins palliatifs fonctionnent, soulagent et l'accompagnement par présence constante est appliqué pour chaque souffrant âgé. Comme quoi. Damidam 64 qui dit « Le RN, c'est beaucoup de blabla, de tweets, mais ils font tout dans le sens de Macron, bande de pompes à vélo. » Pas plus que LFI, mais bon, chacun son avis. Engegarde, toi qui es en Suisse, dans un pays où l'euthanasie est légale, si je ne me trompe pas, que pensent les Suisses de cela? Est facile à utiliser, la loi a-t-elle évolué entre la version initiale et la version actuelle? Globalement, que ce soit Suisse, Pays-Bas, Canada, la loi a toujours évolué. Parce que, alors je ne suis pas juriste, je ne suis pas constitutionnaliste évidemment, mais en tout cas, en observant la situation concrète, ces projets de loi sociétaux ont toujours évolué. Non seulement il n'y a jamais de marche arrière, tout comme quand un pouvoir d'ailleurs reprend une liberté, reprend un droit, on ne le rend jamais. Sur les projets de loi sociétaux, en fait, ces projets de loi sont condamnés à s'ouvrir parce que quand vous avez une telle réforme sociétale, d'une ampleur aussi importante. Prenons par exemple, pour essayer de parler de sujets peut-être un petit peu plus légers, prenons les congés payés. Tu vois, on est sur une réforme sociétale pour essayer de parler d'autre chose que l'euthanasie ou l'IVG. Les congés payés, c'est un droit social majeur qui a concerné des millions de Français, qui a été jugé pour la plupart des gens comme une avancée. On ne peut pas imaginer un pouvoir revenir là-dessus sans que cela déclenche une grève extraordinaire et des manifestations terribles. Mais ces congés payés, si vous regardez depuis les années 30, n'ont fait qu'évoluer, naturellement. Il y en a eu de plus en plus. Parce qu'un droit acquis ouvre la porte vers un droit à conquérir. Et c'est ce qu'on appelait déjà à l'époque le progrès social. Mais le problème de cette notion de progrès, dans une société où tout est progrès, où il ne faut viser que le progrès. Quand on parle de congés payés, là pour le coup, je verse dans l'opinion, ça n'est que mon avis, c'est complètement subjectif. Pour moi, les congés payés étaient un progrès louable. Pour moi, déjà, avec l'IVG, on commence à comprendre que le pouvoir se cache derrière la notion de progrès, mais commence à tordre les mots. L'interruption volontaire de grossesse, ça ne veut rien dire. On n'a pas parlé d'avortement. On commence à tordre les mots. On commence à voir apparaître derrière des gens comme Pierre Simon, franc-maçon notoire, grand maître de la Grande Loge de France à ce moment-là. On commence à voir, si vous voulez, d'ailleurs des forces religieuses, soyons clairs. Pour moi, la franc-maçonnerie est une religion comme les autres, est une force même sectaire si on veut, religieuse si on veut, mais c'est une forme de pouvoir qui normalement est interdite. L'Église ne pèse pas autant en France dans des débats aussi importants. L'islam non plus, le judaïsme non plus. Donc la franc-maçonnerie est la seule forme de religion ou secte, vous choisissez ce que vous voulez, qui non seulement a l'oreille du pouvoir, et qui en plus comprend en son sein des membres du pouvoir. Demain, si nous avions au gouvernement autant d'évêques que de francs-maçons, je peux vous assurer que ça ruerait dans les brancards. Donc c'est d'ailleurs ce que je ne parviens pas à comprendre, que la franc-maçonnerie ne soit pas considérée pour la force religieuse ou occulte, là encore chacun met le mot qu'il veut, qu'elle est véritablement. Qu'importe.
Mais derrière l'IVG, on commence à voir apparaître une Simone Veil qui comment dire, avec des francs-maçons qui lui susurrent à l'oreille. Pas que, hein, qu'on soit bien d'accord, je suis pas en train de vous servir le discours bidon de tout est lié à la franc-maçonnerie. C'est pas ça. C'est notoirement connu que Pierre Simon était là, le père du planning familial, qui a aussi poussé la contraception en France. Et je le redis, c'est pas une question morale. Je suis pas en train de vous dire c'est bien ou c'est mal. Vous êtes grand pour vous faire votre avis, et c'est pas ça le débat. Je suis pas en train de vous dire faut penser ci ou faut penser ça, l'IVG c'est super ou c'est pas super, je m'en fous. Je vous dis juste la réalité des forces en présence, sur le terrain à ce moment-là. Et donc, ces réformes sociétales, on a commencé à comprendre qu'il y avait une forme d'agenda politico-idéologique, on va dire, qui était poussé en coulisses par des gens qui n'étaient pas du peuple, qui n'étaient pas forcément des gens qui allaient bénéficier de ces réformes sociétales. C'est un peu ça le glissement principal, c'est que sur les congés payés, vous aviez des gens du peuple qui militaient pour ça, qui militaient pour leurs droits. Et avec l'IVG, et aujourd'hui encore plus avec l'euthanasie sans limite, la majeure partie des gens qui sont interrogés ne décident pas pour eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ne militent pas pour l'acquisition d'un droit. Les gens comme Sandrine Rousseau et compagnie, Olivier Falorni, la commission qui a été réunie de la trentaine, la quarantaine de députés, combien de gens militent pour acquérir un droit qui leur sera bénéfique à eux en premier lieu? Ils militent pour un droit qui sera appliqué sur les autres. Et c'est là qu'on a un glissement. Les congés payés, le SMIC, toutes ces avancées sociales majeures ont été acquises en grande partie par des gens qui se sont battus pour eux et pour leurs frères d'armes, si j'ose dire. En tout cas, pour leurs collègues, quoi. Leurs collègues, pour les gens de leur classe. Or, aujourd'hui, vous avez des réformes sociétales qui sont décidées du haut pour le bas. C'est ça, pour moi, le glissement principal qui devrait nous interroger. C'est celui-là. C'est pas du truc bidon de vous dire tout est à cause de la franc-maçonnerie. C'est pas ça. C'est qu'on a eu un glissement où le peuple ne décide plus vraiment de ce qui va lui retomber sur le museau. C'est ça qui m'inquiète. C'était le cas pour l'IVG, c'est le cas pour le mariage pour tous, et je le redis, c'est le cas pour l'euthanasie sans limite. Vous avez le haut de la pyramide qui décide pour le bas. Enfin, pyramide, si j'ose dire. Vous avez le haut de la pyramide qui décide pour le bas. C'est là que, pour moi, on a un renversement majeur où on confisque non seulement au peuple le droit de décider pour lui et de mener des combats qui lui incombent directement, et en plus, on va confisquer la parole même du peuple. Où on vous bourre le mou avec des sondages complètement bidons, financés par des gens qui sont pro-euthanasie, en l'occurrence par une association franc-maçonne, ouvertement franc-maçonne, c'est le journal du dimanche qui le dit. Et en plus, on va confisquer le droit de penser des gens. C'est-à-dire que le peuple qui va dire « Mais attendez, non seulement on n'en a rien à foutre de votre histoire, c'est pas la priorité, on aimerait qu'il n'y ait plus de clodo dans les rues, on aimerait gagner un peu mieux notre pain, on aimerait bricoler un peu mieux. Et vous voulez vous euthanasier? Vous voulez nous euthanasier? C'est quoi cette histoire? Ah oui, mais en fait, vous dites ça parce que vous êtes des cathos réactionnaires. » Donc voilà où on en est. C'est pour ça que, si vous voulez, ces réformes sociétales, non seulement ne sont plus décidées par les gens sur qui ça s'applique, et on sait de fait, je reviens à mon exemple des congés payés, c'est qu'un droit acquis ouvre la porte à un droit à conquérir. Ça a été le cas pour l'IVG. Rappelez-vous, Simone Veil elle-même expliquait que ça devait être un ultime recours. Que l'IVG ne devait pas être une solution de confort, et ça devait toujours être perçu comme, d'une certaine manière, le moindre mal. Je vous renvoie vers son discours. Je n'invente rien. Écoutez le discours de Simone Veil à l'Assemblée nationale. C'est pas une analyse tordue par les cheveux, je sais pas quoi. Écoutez ce que Simone Veil elle-même disait. Et son discours à Simone Veil elle-même a été complètement instrumentalisé par les féministes. Donc, pour vous dire, et aujourd'hui, l'IVG... c'est intégré dans la société. Et là encore, je le redis, il n'y a pas de jugement moral, vous en pensez ce que vous voulez, j'ai ma pensée, c'est pas ça le sujet. Mais ça s'est enraciné de sorte à ce que aucun candidat politique ne puisse revenir dessus. Mais personne n'en a même le début de l'idée. Tu vois ? Et t'es même dans une situation où tout ça est tellement normalisé que vous avez Mathilde Panot et Manon Aubry qui sont partis en Pologne pour distribuer des pilules abortives. Je ne sais pas si vous êtes rendu compte de ça. Écoutez la vidéo là, des demoiselles de Roquefort. Regardez ce qu'elles nous ont fait. Il est 8h et on va avoir quelques heures de route. Je suis avec
Mathilde, salut. Et Mathilde, qu'est-ce qu'on a là? Donc là, on a les boîtes de médicaments. Ouais, donc on a à la fois des pilules abortives et puis aussi des contraceptions d'urgence. Donc on les a découpées pour que ça prenne Il y a eu un petit atelier découpage nocturne. Facile à... Ça, voilà. Par exemple, c'est les contraceptions d'urgence. Ici, on a... Alors, ici, le mifepristone, c'est la pilule abortive qui arrête la grossesse. Et puis ensuite... En toute illégalité, vous avez des députés français qui font du trafic de médicaments à ciel ouvert pour aller en Pologne. Mais tout ça au nom du progrès. Tout ça au nom de ce fameux progrès. De dire, si nous, on a fait ça, moralement, on juge que c'est bien, donc les Polonais devront faire ça. Et le peuple polonais ne sera pas consulté. Mais est-ce qu'on se rend compte du délire dans lequel nous sommes? Et tout ça normalisé par les mêmes arguments du progrès. De l'incontournable progrès, l'inattaquable progrès. Et donc, vous avez des députées françaises qui vont trafiquer des médicaments à ciel ouvert en Pologne. Mais sincèrement, je leur souhaite évidemment pas du mal, mais je ne comprends pas ce qu'elles ne foutent pas derrière les barreaux à Varsovie. On va être très clair. Mais vous vous rendez compte l'inverse? Demain, des députés polonais qui déboulent et qui nous filent des pilules abortives comme ça, on ne sait pas où. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et tout ça est normalisé. Et même à leur arrivée en France, il n'y a pas un policier qui va débouler et leur dire « Attendez, police nationale, on va discuter 3 minutes. Comment ça, vous faites du trafic de médicaments? Vous pouvez justifier d'un statut de médecin, de professionnel de santé? Vous êtes qui, en fait ?» Donc, c'est complètement dingue. Complètement dingue. Et je pense qu'il y a une filiation logique dans ces histoires de progrès, dans ces histoires de loi sociétale, où comme tout est justifié par la morale, et par la notion de progrès, tout reste à conquérir, non seulement dans nos frontières, mais chez les autres. Il faut éclairer les autres. Il faut éclairer, donc on va aller filer des pilules abortives. Mais s'il y a des gens qui crèvent à cause de ça, elles vont être responsables, Panot et Aubry? Enfin, c'est sidérant, c'est complètement sidérant. Donc, je voulais finir là-dessus, les amis. Il est 18h. Il y a la farce tranquille qui va commencer, donc je vais vous laisser tranquillement. Alors, je sais qu'en ce moment même où on parle, il y a l'audition de François Bayrou qui est en train de se faire. Vous connaissez ma posture là-dessus, ça n'a aucun intérêt que je fasse du commentaire en direct. J'en ai absolument rien à foutre. On va attendre de voir ce qui est dit, on va prendre le temps de synthétiser, de réfléchir, de faire ça à froid. Je vais pas faire du commentaire en direct comme BFM TV. Hein, vraiment, ça me semble inintéressant. Et pour ce qui est de l'émission d'Emmanuel Macron hier, pareil, c'est pas que je veux pas vous en parler. J'en parle dans la farce tranquille à 18h, c'est pour ça, je vais pas trop radoter. Mais bon, enfin, je vais pas passer 20 minutes à commenter rien, en fait, si tu veux. Hein, un trou noir, tu fais pas 1h30 pour comprendre que c'est un trou noir, quoi. Donc Emmanuel Macron, si tu veux, je peux prendre 20 minutes à vous dire qu'il a rien dit, et mon Dieu, qu'est-ce qu'il est vilain, Macron. Bon, vous êtes au courant, donc voilà, je préfère aller vers d'autres sujets, si vous voulez. Je reviens quand même dessus dans la farce tranquille, si ça vous intéresse. Donc rendez-vous à 18h, et ben il est 18h, donc je vais vous donner le lien, les copains. Je vais aller souffler gentiment, aller respirer un petit peu, et puis qu'est-ce qui se passe à 19h? Rendez-vous sur la chaîne d'Idriss Aberkane, les amis. Je vous mets le lien, hein, allez-y. Je compte sur vous pour relayer, pour faire tout ce qu'il faut. Voilà, les pouces, les likes, les abonnements, tout ce que vous voulez. 18h, c'est la farce tranquille, c'est maintenant. Et 19h, chez Idriss Aberkane, on va revenir un petit peu sur tout ça. Voilà, les amis, merci d'avoir été là. On se retrouve demain, plein badin, dans le Juste Bistrot, 16h45. Ce sera le dernier de la semaine, parce que vendredi, direction Bordeaux. Voilà, les amis, merci d'avoir été là. Passez une excellente soirée. Je vous renvoie vers la farce tranquille. Bon épisode. Vive la rigolade, vive la France. Et à tout à l'heure, pour ceux qui seront chez Idriss Aberkane. Je vous embrasse. Vive la rigolade et vive la France.